Quand on pense à la voiture électrique chinoise, on imagine tout de suite une success story, un rouleau compresseur prêt à tout écraser. C'est en tout cas l'image qu'on nous vend. Mais et si tout ça n'était qu'une façade? Et si derrière cette vitrine parfaite se cachait une bulle immense sur le point d'exploser? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. L'idée que ce géant, qu'on pensait invincible, soit en fait un colosse aux pieds d'argile, et qu'en tombant, il pourrait bien entraîner l'industrie européenne qui est devenue, on va le voir, hyper dépendante. L'enjeu, il est juste énorme. Alors pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. D'où vient cette puissance apparente? Comment la Chine a-t-elle bâti cette incroyable façade électrique qui impressionne tout le monde? Eh bien, tout part d'une ambition d'État, une ambition quasi sans limite. Et quand je dis sans limite, je pèse mes mots. Regardez-moi ça, plus de 500 usines dédiées aux véhicules électriques, plus de 200 milliards de dollars, oui, 200 milliards de subventions publiques injectées. Le but était simple et affiché, devenir le numéro 1 mondial, point final. Et sur le papier, ça a marché. Des marques comme BYD, NIO, Geely sont devenues des mastodontes sur leur marché. Sauf que, cette machine folle, elle s'est complètement emballée. Et c'est là, précisément, que le vernis commence à craquer. Parce que derrière les chiffres de production qui donnent le tournis, il y a une réalité beaucoup plus brutale. On produit, mais à un moment, il n'y a plus personne pour acheter. C'est la surproduction, mais à une échelle incontrôlable. Ce graphique, il résume tout. En 2025, les usines chinoises ont sorti 12 millions de voitures électriques. Sauf que la demande intérieure, elle, n'était que de 9,5 millions. Faites le calcul, ça fait un excédent de plusieurs millions de voitures neuves sans acheteurs. C'est ça le cœur du réacteur, le début de la crise. Et la conséquence, elle est concrète, presque surréaliste. Des cimetières de voitures, des parkings immenses à perte de vue où s'entassent les invendus. On parle de 3,2 millions de véhicules neufs qui prennent la poussière en novembre 2025. Ça rappelle étrangement une autre bulle chinoise, celle des villes fantômes de l'immobilier, vous ne trouvez pas ? Et là, signe que la situation est vraiment grave, c'est la presse officielle chinoise elle-même qui sonne l'alarme. Le quotidien du peuple, qui n'est pas franchement un journal d'opposition, parle d'un, je cite, « véritable bain de sang économique ». Quand on lit ça dans la presse d'État, ça veut dire que la panique est en train de gagner les plus hauts niveaux du pouvoir. Alors forcément, pour tenter de se débarrasser de ces millions de voitures, c'est la panique générale. On assiste à une guerre des prix absolument féroce. BYD, par exemple, brade les prix sur des dizaines de modèles jusqu'à moins 35%. Les marges s'effondrent et pour les plus fragiles, c'est l'hécatombe. Plus de 120 startups du secteur qui mettent la clé sous la porte juste en 2025. C'est tellement le chaos que le gouvernement doit intervenir et parle sans détour d'un nettoyage industriel. Ok, donc le marché intérieur est saturé, c'est le chaos. Quelle est la seule porte de sortie ? L'exportation. Inonder le reste du monde, et en particulier l'Europe, avec ce surplus de voitures. C'était le plan. Sauf que ce plan s'est heurté à un mur européen. Et l'échec est spectaculaire. Surtout en Allemagne, le marché symbole, le cœur de l'industrie auto européenne. Regardez ces chiffres pour novembre 2025. Volkswagen vend environ 55 000 voitures et BYD, le géant chinois, à peine 1200. Le rapport de force est écrasant. On est très très loin de l'invasion annoncée. Mais alors, pourquoi ça n'a pas pris? Qu'est-ce qui a cloché? En gros, 2 choses. D'abord, un problème de confiance. Les consommateurs européens doutent de la fiabilité, de la sécurité. On a vu passer des rapports indépendants assez inquiétants sur la durée des vies des batteries. Et puis, il y a la logistique. Le service après-vente est jugé très faible et si on a besoin d'une pièce de rechange, eh bien, il faut s'armer de patience. Bref, l'expérience client n'y est pas. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Europe a dégainé l'arme politique. Bruxelles, estimant que les subventions massives de l'État chinois créaient une concurrence totalement déloyale, a frappé très fort. De nouvelles taxes douanières qui peuvent monter jusqu'à 45%. Et là, ça change tout. D'un coup, les voitures chinoises ne sont plus si compétitives. C'est le coup de grâce pour la stratégie d'exportation. Le mur est devenu infranchissable. Alors résumons, marché intérieur en crise, exportation vers l'Europe bloquée, la Chine est dans une impasse. Et c'est là que l'histoire bascule. D'une crise industrielle, on passe à un affrontement géopolitique. Parce que Pékin va jouer sa carte maîtresse, l'arme des terres rares. Face au mur des taxes européennes, Pékin sort l'artillerie lourde. Puisque vous ne voulez pas de nos voitures, vous n'aurez peut-être pas les matériaux pour construire les vôtres. C'est le message, le va-tout. Et cette arme, ce sont les métaux des terres rares.
Ce sont des noms un peu barbares, néodyme, dysprosium, gallium. Mais retenez juste une chose, ces matériaux sont absolument indispensables. Il n'y a pas de moteur électrique moderne sans eux. Pas d'éoliennes, pas de smartphones et même pas d'armement de pointe. En clair, sans terres rares, toute la transition verte de l'Europe, toute son industrie high-tech s'arrête net. Et le problème, c'est que la Chine a un quasi-monopole sur leur raffinage. Et voilà le chiffre qui fait vraiment peur. Prenez l'Allemagne, le moteur industriel de l'Europe. Sa dépendance à la Chine pour ses métaux critiques est de 85%. C'est vertigineux. Ça veut dire que Pékin tient littéralement un interrupteur qui peut éteindre des pans entiers de l'industrie européenne. C'est une prise d'otage économique. Et ce n'est pas de la théorie. La menace s'est concrétisée très vite. À peine les restrictions chinoises annoncées, BMW a été obligé de stopper des lignes de production pendant 2 semaines. La raison ? Pénurie de dysprosium. On apprend aussi que les stocks stratégiques de ces matériaux chez BMW et Volkswagen ont chuté de 30%. D'un coup, la menace d'une paralysie totale est devenue bien réelle. Vous voyez, on n'est plus du tout dans une simple guerre commerciale sur les voitures. On est passé à un niveau supérieur. C'est une crise systémique qui se profile. Une crise qui menace les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et face à ça, l'Europe est contrainte de réagir, mais dans l'urgence, presque dans la panique. Alors, que fait l'Europe prise à la gorge ? Eh bien, c'est une course contre la montre. BMW se lance dans le développement de moteurs qui utiliseraient 80% de terres rares en moins. Mercedes change de technologie de batterie pour réduire sa dépendance. L'Union européenne parle de relocaliser une partie de la production d'ici 2030. Mais la vraie question, la seule qui vaille, c'est est-ce qu'on a le temps ? Parce que le retard accumulé sur la Chine est colossal. On est donc au milieu d'une partie d'échecs géante et ultra tendue. Alors la question finale est la suivante. Est-ce qu'on est juste en train d'assister au début d'une crise mondiale de l'automobile, une crise qui serait née d'années d'excès en Chine et d'une dépendance stratégique un peu naïve de notre part ? Le pari de Pékin va-t-il payer ? Ou est-ce que l'éclatement de cette bulle va provoquer un choc bien plus large, remettant en cause des décennies de mondialisation ? L'avenir de toute une industrie se joue là, maintenant.